Mesdames, Messieurs, merci de nous laisser fidèles au programme de la télévision Lavari. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Après la proclamation des résultats définitifs du bac 2014, les acteurs de l'éducation réagissent. Aujourd'hui, vous suivrez la réaction du syndicat national des enseignants du secondaire. La question de la fibre optique au Niger alimente les débats. La coalition Niger d'abord Kishinkasa s'est prononcée sur le sujet. La teneur de la déclaration dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Bonne rupture de jeûne à tous. Après la proclamation des résultats définitifs du BPC session 2014 qui est d'un taux de réussite nationale de 26,44% cette année, ceux du baccalauréat sont également connus depuis hier. Ils ont remporté un taux global de 37,01% et c'est le chef du service des examens du baccalauréat qui l'a annoncé à travers un point de presse. Un taux officiel indiqué être en nette amélioration par rapport à l'année passée et qui est jugé satisfaisant. Un avis qui n'est pas partagé par le syndicat national des enseignants du secondaire. À mon avis, c'est lié à 2 à 3 raisons. La première raison, c'est l'instabilité de notre système éducatif. Parce que les hommes politiques au pouvoir, ils ne veulent pas qu'on parle de l'instabilité. Mais aucun système ne peut être performant s'il est instable. Or, au niveau du public, pour les raisons que tout le monde connaît bien, notre système est instable. Vous avez, pour des raisons de revendication corporatiste, des arrêts de travail, tantôt du fait des élèves, tantôt du fait des enseignants. Et on n'a pas le temps de finir le programme à temps, bien exercer nos élèves pour qu'ils aillent à ces examens. Parce que l'exécution d'un programme, c'est une chose, mais l'assimilation, parce que si on a prévu 9 mois pour une année scolaire, c'est pour tenir compte de tous ces éléments-là. Or, au niveau des écoles publiques, nous n'avons pas le temps de bien exercer nos élèves. Et pour permettre de bien apprécier l'incidence de cette instabilité, il aurait été bon que le chef du service du baccalauréat, c'est un exercice qu'il faudrait faire, donne les pourcentages. Voilà ce que les écoles privées ont eu comme pourcentage, voilà ce que les écoles publiques ont eu comme pourcentage. Et même aller au-delà, comme ça se fait dans beaucoup de pays. Donner les résultats par académie, par région. Telle région, Zander, voilà son pourcentage, Maradi, voilà son pourcentage. Donc, l'instabilité, c'est le déterminant premier. L'autre élément, à mon avis, c'est la qualité des épreuves. C'est la qualité des épreuves. Lorsque vous prenez sur 10 années, vous allez voir, il y a toujours une série qui est toujours dernière en termes de résultats. C'est la série D. La série D, or c'est la série où il y a le plus de candidats, les séries D. C'est eux cette année qui ont fait moins de 32%. La raison est liée à la qualité du choix des épreuves. Parce qu'on a remarqué, les années où les séries D font des bons résultats, c'est les années où, dans les 3 matières qui sont les leurs, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, SVT, et mathématiques, et c'est là où il y a eu des bonnes épreuves, des épreuves de qualité. C'est en ce moment qu'ils font des bons résultats. Et il y a aussi, il ne faut pas le perdre de vue, c'est le poids des matières littéraires. Parce que les matières littéraires, si vous faites la sommation en série D et en série C, ça fait coefficient 7. Coefficient 7, français 3, philo 2 et anglais 2. Or, même les matières fondamentales ne font pas coefficient 7. Vous savez, la matière, moi, je me suis amusé à faire une simulation. Un élève de D, il peut avoir 12 en SVT, et 12 en PC, 10 en maths, et échouer à son bac. Si dans les matières littéraires, il a eu 2, 3, 4, il peut échouer. Donc, vraiment, voilà moi les 2 raisons que je pense qui sont à l'origine des mauvais résultats que nous faisons
baccalauréat. La loi, la Lausanne, là, elle dit que l'État a obligation d'assurer l'éducation des jeunes Nigériens jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc quand on parle de 16 ans, en réalité, ça ne tient pas compte de la loi. Je suis tout à fait de votre avis. Tous ces jeunes-là qui quittent sans leur baccalauréat, et malheureusement, dans notre système, on ne prévoit rien en termes de passerelle pour pouvoir les orienter ailleurs. Donc ceux qui sont un peu fortunés, et ils vont aller faire les écoles privées, et ceux qui n'ont rien d'autre à faire, donc c'est d'aller dans la police, parce que le plus souvent c'est là où ça recrute le plus, la police, la gendarmerie et aussi les contrats. Je pense que votre question elle est pertinente. Le fort taux d'échec nous pousse à nous interroger sur le sort des élèves qui sont exclus après le baccalauréat. Qu'est-ce qu'elles deviennent? L'État a le devoir, à mon avis, de s'y pencher et puis de trouver des passerelles comme ça se fait dans d'autres pays. La coalition Niger d'abord Kishinkasa était en conclave ce matin au Palais des Sports de Niamey à l'effet de se pencher sur la question de la fibre optique au Niger. Après un examen minutieux de la dite question, la coalition a rendu une déclaration. Elle nous est lue par le président de CNA Kishinkasa, Gali Jibrila. Rappelons que c'était sous les bourrasques de difficultés économiques, financières et les pressions des institutions de Bretton Woods que l'État du Niger a accepté à son corps défendant de privatiser les secteurs comme l'eau, les télécoms, etc., où il détenait un monopole quasi exclusif. C'est à la suite de cette nouvelle donne que sont apparus trois acteurs aux intérêts bien distincts, à savoir l'État qui cherche à accroître ses ressources budgétaires, l'opérateur privé qui cherche à rentabiliser son investissement et le consommateur qui cherche à disposer d'un bon produit de consommation à coût abordable. Aussi, pour concilier les intérêts de ces trois protagonistes, l'État a mis en place l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste, la RTP, animée par des cadres nigériens dont la compétence est avérée dans leurs domaines respectifs et assermentés, pour réguler, c'est-à-dire appliquer les textes législatifs et réglementaires y afférents en matière de gestion du secteur des télécommunications. Au vu de tout ce qui précède, la coalition Niger d'abord, CNA Kishinkasa, estime que tout opérateur de téléphonie disposant d'une licence désirant installer son propre réseau, dont la fibre optique, peut légalement le faire en rapport avec la RTP au vu des dispositions de l'article 8 nouveau de l'ordonnance numéro 2089 du 16 décembre 2010, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 9945 du 26 octobre 1999 portant réglementation des télécommunications. La coalition Niger d'abord, CNA Kishinkasa, demande à l'ARTP d'exercer sans faiblesse le contrôle des pratiques anticoncurrentielles telles que stipulées par l'article 14 nouveau de l'ordonnance numéro 2010-89. La coalition CNA Niger d'abord Kishinkasa demande aux acteurs de la société civile de redoubler de vigilance afin de ne pas sacrifier le combat pour l'intérêt général sur l'autel des intérêts personnels et égoïstes. Car jusque-là, tous les opérateurs de téléphonie emploient au maximum des Nigériens et les abonnés qui y sont raccordés sont aussi des Nigériens. La coalition Niger d'abord, CNA Kishinkasa, demande aux opérateurs privés de téléphonie d'accroître la qualité de leurs services et de revoir à la baisse leurs tarifs de télécommunication pour que l'ensemble de la population nigérienne puisse avoir accès à l'information et au savoir. Tout autre chose à présent dans ce journal, situation difficile pour les habitants de certains quartiers de la capitale après chaque pluie. C'est le cas au quartier de Chevaux Garage. Notre reporter Nasser Dantofo, voici son reportage. À première vue, on a l'impression d'être sur un affluent du fleuve Niger.
Mais détrompez-vous, c'est un quartier de Niamey, plus précisément le quartier des Chevaux Garage, et en plus sur une voie bitumée. Sous le regard impuissant des riverains, les usagers de cette voie ont du mal à traverser pour se rendre à l'autre bout et évacuer à leur occupation. D'autres ne prennent pas ce risque et rebroussent chemin. Riverains et usagers ne cachent pas leur amertume. Nous, on a besoin qu'on nous répare nos voies qui sont difficiles d'accès. Il faut que ces autorités aient pitié de nous. Quand on rentre dans l'eau, cela endommage nos véhicules. C'est une situation difficile, surtout que c'est sur plusieurs artères de la ville. La pluie bloque carrément le passage et que c'est aussi un goudron. Donc on ne peut pas comprendre que sur un goudron, que la pluie bloque le passage. Donc ça veut dire que le goudron a été mal fait. Bien avant le goudron, nous avons vécu la même situation. Et avec le goudron aussi, c'est la même situation. Donc il y a les caniveaux qui sont bloqués. La démission de l'autorité municipale est palpable, puisque plusieurs rues de la capitale sont dans cet état après chaque pluie. Cette situation est due à une insuffisance et un manque de suivi des caniveaux, même s'il faut noter aussi une part de responsabilité de la population. Même nous, les riverains, nous avons notre faute. Parce que lorsque nous prenons nos saletés, on les met dans les caniveaux malheureusement. Et ça fait bloquer les caniveaux. Donc vraiment, c'est une situation indélicate. Donc ce que moi j'ai à l'endroit de ces autorités municipales-là, c'est de décharger et de sensibiliser la population. D'amener peut-être un dépotoir pour que les riverains puissent mettre les saletés dedans. Pour l'heure, la population doit prendre son mal en patience, tout en souhaitant que Niamey Niala ne soit qu'un slogan politique de plus. Parlons religieux dans ce journal. Nous sommes très probablement à 48 heures de la fête de l'Eid el-Fitr ou fête de Ramadan. Un moment recommandé à tout fidèle musulman pour le prélèvement de la zakat en faveur des plus démunis dans le but de leur permettre de célébrer eux aussi cette fête dans la joie. Comment donc prélever cette zakat et avec quel outil de mesure il faut la prélever? Élément de réponse dans ce reportage signé Nafis Zakou. Eid el-Fitr ou fête de Ramadan, c'est dans quelques heures. Après un mois d'abstinence de manger et de boire de l'eau au coucher du soleil, il est recommandé aux fidèles ayant les moyens de prélever la zakat el-Fitr pour donner aux nécessiteux. La zakat al-fitr, c'est une recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une recommandation, mais c'est même une obligation. À laquelle le prophète a donné l'objectif. D'abord, il a demandé à tous les musulmans, hommes et femmes, grands et petits, de prélever, et même les nouveau-nés de prélever pour eux. Et tout musulman doit prélever cette zakat qui doit servir, n'est-ce pas, à purifier les musulmans par rapport à des petites fautes commises pendant le mois béni de Ramadan, mais aussi contribuer pour que les nécessités soient à l'aise au cours de la fête. C'est pourquoi il est permis de la prélever dès 48 heures avant la contemplation du croissant lunaire. Et pour prélever cette zakat, les fidèles utilisent généralement le moud, une unité de mesure conçue spécialement pour ça. Cet outil de mesure est fabriqué à Niamey au marché de Katako. Leur prix varie d'un vendeur à un autre. Pour satisfaire la clientèle, les forgerons mettent les bouchées doubles pour produire le maximum. La fabrication de moudou, c'est mon métier. J'ai embrassé ce boulot cette année seulement. Les prix varient entre 500 et 750 francs CFA et nous fabriquons jusqu'à 40 moules par jour. Dieu merci, on s'en sort ainsi. Ainsi, pour le prélèvement, l'islam recommande 4 mesures de moules par personne, soit une tia. La zakat el-Fitr, comment la prélever et quand il faut faire ça? Élément de précision avec le prédicateur Cheikh Ben Salah.
Qui est concerné par Zakat al-Fitr? Qui est imposable? Qui est éligible à la Zakat al-Fitr? D'abord, qui est imposable? Éligible, je viendrai après. Eh bien, est imposable par Zakat al-Fitr toute personne qui a plus que ce dont il a besoin pour se nourrir et nourrir ceux qui sont sous sa responsabilité en 24 heures. Au-delà, c'est imposable par Zakat al-Fitr, s'il vous plaît. Si vous avez besoin pour manger de 4 kilos et que vous avez 5 kilos, les 4 kilos, vous mangez aujourd'hui, le 5e kilo là, vous ne pouvez pas le garder, vous devrez le donner comme Zakat al-Fitr. Peu importe le nombre de personnes qui est à la maison, Inch'Allah ta'ala, Allah va combler le gap. Pour lui, rien n'est mystère. Et quelle est sa valeur? Sa valeur est de 4 moud. Le moud, je l'ai quelque part, c'est pas grave. Le moud est ce récipient-là, qui du temps du Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment il n'y a pas le kilo, servait à s'acquitter de Zakat al-Fitr. Eh bien, on donne 4 moud par personne dans la maison. 4 moud pour moi, pour mon épouse, pour mes 3 enfants, regardez, et pour le domestique qui est à la maison. Si je sais que ailleurs, on ne s'acquitte pas de Zakat al-Fitr à son nom. Pour les 3 étudiants qui sont chez moi, pour l'étranger de passage, si je sais que personne ne s'acquitte de Zakat al-Fitr ailleurs, je suis tenu d'enlever. Tant que j'ai les moyens, bien entendu. 4 moud. Et selon certaines écoles, si notre femme est enceinte, on peut cette fois-ci, on n'est pas obligé, enlever la Zakat aussi. Si on sait que c'est d'un bébé qu'il s'agit, ou de 2 qu'il s'agit grâce à l'échographie aujourd'hui, on s'acquitte de Zakat al-Fitr. Maintenant, quand faut-il l'enlever? Quand faut-il l'enlever? Nous avons 2 avis, désolé, autorisés bien entendu. Un premier avis estime que on peut s'acquitter de Zakat al-Fitr dès l'apparition du croissant lunaire du mois de Shawwal, qui marque la fin du mois béni de Ramadan, jusqu'à ce qu'on sorte pour la prière le matin, la prière de la fête. Il y a un deuxième avis qui soutient que, quant à lui, qu'on peut l'enlever après l'aube, c'est-à-dire au moment du suhour, jusqu'au moment de sortir pour la prière. Les deux s'accordent à dire qu'on doit nécessairement s'acquitter de Zakat al-Fitr avant de sortir pour la prière. Sinon, si on ne le fait pas, nous sommes obligés de sortir, de s'acquitter de Zakat al-Fitr après notre retour de la prière, mais les fonctions ne tiennent plus, c'est une aumône comme une autre. Nous sommes toujours avec la Zakat al-Fitr, son importance, et nous retrouvons le prédicateur Cheikh Ben Salah. Au nombre des préceptes qui doivent nous accompagner à la fin du mois béni de Ramadan figure en bonne place la Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, eh bien, a été imposée en même temps que le Ramadan, qui a été institutionnalisé comme mois de jeûne obligatoire aux croyants au mois de Sha'ban de l'an 2 de l'Hégire à Médine. Pourquoi Zakat al-Fitr? Zakat al-Fitr, c'est l'exercice de culte par la fortune. Zakat al-Fitr, c'est 2 fonctions essentielles. Première fonction, expurger notre jeûne des pesanteurs causées par les petits larcins qu'on a eu à commettre ici et là pendant les journées de Ramadan, certaines paroles futiles, puériles et parfois même frivoles que nous avons eu à laisser échapper pendant les journées de Ramadan et permettre à notre jeûne ainsi expurger des pesanteurs qui l'empêchent de s'élever vers le Seigneur, de prendre son envol afin de nous procurer agrément et satisfaction auprès de la fontaine de toutes les miséricordes. Deuxième fonction, nourrir les pauvres, afin de leur éviter de tendre la main en ce jour de fête, en ce jour de joie, où en principe, il n'est pas question qu'ils partent s'arrêter au feu rouge, même s'ils le font de façon professionnelle aujourd'hui, et je plains leur cas, parce qu'en islam, il est interdit de tendre la main quand on a à manger pour 24 heures. Si on le fait, tout ce qu'on aura gagné, on va le manger en enfer. Et c'est dommage qu'au Niger, qu'on exporte la mendicité même au-delà de nos frontières. Et c'est très dommage. J'en appelle à la conscience des uns et des autres. En tant que musulmans, n'oubliez pas que
Votre subsistance, chaque jour que Dieu fait, descend du ciel. Il est clair qu'il faut être conséquent. Il faut travailler. Allah ne portera pas le regard sur celui-là qui pense toujours pouvoir vivre dans la poche des autres, au crochet des autres. Le travail est miséricorde. Le travail est un acte de culte. Et bien donc, nourrir les pauvres afin de les empêcher de tendre la main le jour de la fête pour se nourrir. L'actualité hors de chez nous, Israël accepte une prolongation de 4 heures de cessez-le-feu. Elle va permettre aux habitants de Gaza de récupérer les vivres, les affaires, de constater les dégâts, voire aussi d'enterrer les morts. La trêve a commencé il y a 1 heure. Les secouristes ont déjà extrait 60 corps des ruines des quartiers bombardés. Attends, il y en a encore un ici. 3 hommes, rien que sous cette ruine de Beit Hanoun. Celui-ci était un combattant. Je reconnais sa montre, c'est tard. Son arme disparaît furtivement devant notre caméra. Vite, attrape ça et planque-la. En 3 semaines de combat, aucune trêve n'a tenu plus de 4 heures. Le temps est compté. À Gaza, les hommes ne se cachent plus pour pleurer. Avant la fin du jour, le chiffre des morts aura dépassé 900. Dans l'ambulance transformée en corbillard, cette femme vient de reconnaître son fils. Il sera mis en terre avant la nuit. Il est 11 h à Gaza, la trêve tient toujours. Demain, les ambulances emprunteront à nouveau cette route, alors il faut déblayer. Les cratères de 5 mètres témoignent de la violence des frappes. Ceux qui n'ont pas pu fuir n'avaient aucune chance. On a reçu un message qui nous disait d'évacuer. Nous étions à l'intérieur de la maison. Tout de suite, les drones ont attaqué. On est sorti sans rien, pas même un peu d'argent. 5 minutes après, tout était détruit. On s'est enfui en robe de chambre. Moins d'une vingtaine de jours après le début des frappes israéliennes sur Gaza, la population profite de cette parenthèse dans les combats pour se rendre compte de l'étendue des dégâts. Certaines familles n'étaient plus sorties des caves depuis bientôt 3 semaines. En revoyant le jour, elles réalisent qu'elles ont tout perdu. Crash du vol d'Air Algérie. Le président français François Hollande a reçu les familles de victimes aujourd'hui. Hollande a aussi livré un message dans lequel il a parlé des hypothèses de catastrophe. Il y a aujourd'hui 2 enquêtes qui sont en cours. Une enquête administrative, une enquête technique. Et actuellement, il y a 20 fonctionnaires, notamment des gendarmes, qui sont sur place et qui font ce travail d'investigation. Et puis, il y a aussi l'enquête judiciaire. Très prochainement, une information judiciaire sera ouverte, des plaintes vont être déposées. C'est la procédure normale dans ce type de catastrophe, de tragédie. Et donc, il y aura là aussi une coopération judiciaire internationale avec le Mali, avec l'Algérie, avec le Burkina Faso, pour là encore tout connaître des raisons de ce drame. La cause, qu'est-ce qui explique ce qui s'est produit? Nous avons retrouvé les 2 boîtes noires. Elles vont être exploitées dans un délai rapide. Autant qu'il sera possible, nous pourrons ainsi mettre à jour ce qui s'est passé dans l'avion avant la catastrophe. Et si des faisceaux d'indices laissent penser que les conditions météorologiques ont été déterminantes, je n'ai voulu écarter aucune hypothèse. Parce que s'il y a une enquête, c'est pour tout savoir, tout connaître, même s'il y a des probabilités, tout sera examiné. Enfin, il y a l'accompagnement des familles. Elles ne demandent rien d'autre que d'être soutenues, d'être informées. Et j'ai donc décidé qu'il y aurait une coordination de tous les ministères. C'est d'ailleurs le cas depuis le début de ce drame.
Et je veux saluer tous les services de l'État, tous ceux qui se sont mobilisés, également les associations de victimes qui font un travail remarquable, là aussi de soutien, de suivi, de compréhension, d'appui psychologique. C'est important quand la nation se rassemble, lorsqu'il y a des drames, lorsqu'il y a des épreuves, pour les surmonter, pour que nous soyons plus forts ensemble. J'ai donc pris, en plus de ce coordinateur qui va être désigné et mis en place, 2 autres décisions. La première, c'est de pouvoir accompagner les familles qui le voudront, le moment venu, sur le site, là où s'est passé le drame, de façon à ce que ces familles puissent avoir un lien avec cette terre, là où sont disparus leurs proches. Et sur cet emplacement, j'ai évoqué ce sujet avec les autorités maliennes qui en sont d'accord. Il y aura un signe qui sera placé là, une stèle qui sera érigée pour que nul n'oublie que dans cet endroit, sur ce site, ont disparu 118 personnes. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'a été cette réunion. Une réunion solidaire, une réunion fraternelle, une réunion où les informations devaient être données, où les familles devaient être écoutées et où la compassion, la solidarité et le soutien devaient être partagés. Merci d'avoir suivi ce moment. Je voulais que cette réunion puisse être exemplaire de ce que la France est capable de faire quand elle est touchée par une catastrophe. Pour le final de cette édition d'information, merci à vous de l'avoir suivi. C'est toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.